Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'une mini-série qui vient de sortir sur Netflix, de 4 parties, qui, pour moi, alors que nous ne sommes qu'en mars, est l'une des séries de l'année. Et pourtant, des projets que j'attends, il y en a énormément. Mais quand on te parle de technique, ce que j'ai vu là, sincèrement, c'est exceptionnel. En termes de jeu, mais surtout en termes de mise en scène. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie qu'est Adolescence. Je pense qu'on ne se rend pas compte. Sachez que la série est sortie, en tout cas au moment où sort cette vidéo, depuis 2 ou 3 jours. Ah les gars, foncez. On a donc 4 parties d'environ 1 heure chacune, donc ça va assez vite. Et d'ailleurs, en fait, t'as tellement envie de savoir ce qui va se passer que tu ne peux pas t'arrêter à un épisode. Tu dois regarder la suite. Tu dois regarder la suite. C'est une folie furieuse. En gros, je vais vous lire le pitch de la série directement. Lorsqu'un ado de 13 ans est accusé de meurtre, sa famille, une psychologue clinicienne et l'inspecteur chargé de l'affaire se demandent ce qui s'est vraiment passé. Voilà le pitch. Et encore une fois, c'est une dinguerie. Je tiens à remercier Pocho et Garley de m'avoir conseillé la série. Parce qu'elle est folle. La réalisation. Revenons sur la réalisation de cette série, au-delà de parler de l'intrigue qui est très intéressante. La réal est... C'est une folie. Je suis fan de plans séquences, sachez-le. J'adore la manière dont ils ont de rendre tout ça possible. Un plan séquence, qu'est-ce que c'est? C'est un plan qui n'a pas de fin, ou en tout cas qui n'a pas de coupure. C'est-à-dire qu'on n'a pas de cut, on ne passe pas, il n'y a pas de champ contre champ, il n'y a pas d'autres plans. Non, la caméra bouge et vit au travers des personnages comme si on faisait partie de l'intrigue. Quand tu regardes ce qu'a fait Disney avec Daredevil, tu te dis, c'est fort quand même. Ce qu'ils ont fait, c'est fort. Alors même si, évidemment, de temps en temps, il y a un personnage qui passe devant la caméra comme ça, boum, et tu passes à un autre plan, mais c'est tellement fluide qu'on n'en a pas l'impression. Ce sont des faux plans séquences. Là, je vous avoue que de temps en temps, on peut se poser la question. Je ne me suis pas renseigné, alors ça m'étonnerait beaucoup que tous les épisodes soient des plans séquences totales. Toto, je m'en moque. Mais une prouesse technique folle. Rien que pour vous dire, au début de la série, le tout début, on est dans la voiture de police et on va se balader, on va aller directement après dans la maison, on va ressortir de la maison, on va re-rentrer dans la voiture, on va aller au commissariat, on va aller dans une salle, puis dans une autre, puis encore dans une autre, on va retrouver des personnages et tout. Et en fait, ça a un petit aspect théâtral. C'est-à-dire qu'au théâtre, ou même comédie musicale, et récemment, on a vu un ballet. C'était Casse-Noisette. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu te focalises bien sûr sur les personnages qui dansent au milieu, mais autour, il y a de la vie. Et là, on est vraiment dans quelque chose de très théâtral. En fait, le truc, c'est qu'on a l'impression que même des personnages hors champ jouent. Et c'est via ces plans séquences-là qu'on arrive à retranscrire la réalité. Et c'est ça qui est le plus dur au cinéma, c'est de remettre en virtuel, entre guillemets, en tout cas dans la caméra, le réel. Ça, c'est extrêmement compliqué. Parce que c'est facile de falsifier des choses, de mettre des effets spéciaux, enfin c'est facile. En tout cas, ça coûte de l'argent, mais de recréer le réel, de recréer des sentiments, même une manière de vivre qui paraît crédible et naturelle, c'est très compliqué. Et c'est pour ça aussi que moi, personnellement, j'adore le cinéma de Chloé Zhao, parce que ce qu'elle a fait sur Eternals, on arrive totalement à s'approprier en fait les personnages, bien que ce soit des divinités. Et c'est ce qu'elle fait avec tous ses films, notamment Nomadland, ou les frères que mes... Non, les chansons que mes frères m'ont apprises, c'est la même chose. Moi, je peux que vous conseiller d'aller voir ce que fait Chloé Zhao, notamment par rapport à ce côté naturel, et c'est le principe même d'un plan séquence. Et justement, le côté d'avoir la foule derrière, d'avoir des gens qui crient, d'avoir des gens qui se parlent entre eux, et tu les recroises, etc. La mise en scène que tu dois avoir derrière, tout doit être parfait. Et c'est là où c'est compliqué, en fait. Parce qu'on pourrait se dire, bah non, juste on va suivre le mec, voilà. Les gars. Par exemple, je crois que dans l'un des derniers films de Quentin Dupieux, il y a pas mal de plans séquences, voire quasiment ce n'est qu'un plan séquence. Moi, j'ai surtout vu la scène de fin, là, vous savez, sur les rails, là. Si vous avez aimé ce plan-là, tant mieux pour vous.
mais t'as des années-lumière. Hein. On est vraiment... En fait, ce qui est fort, c'est que des fois... Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait techniquement, mais tu sais que c'est une caméra portée. En tout cas, tu le sens comme ça. Parce que tu ne vois pas les rails, tu ne vois pas tous les techniciens derrière. Tu sens que c'est une caméra portée, même si c'est très fluide. En fait, vraiment, t'as l'impression d'être comme un fantôme, en fait, dans l'histoire. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est un peu comme si tu étais, on va dire, le fantôme de la personne qui est morte. Et que tu arrives à suivre, en fait, l'enquête et tout ce qui va en découler par la suite. Donc, la prouesse technique sur ces plans séquences, c'est une folie. Sincèrement, techniquement, c'est incroyable. Parce que, au-delà de la réalisation, bien sûr, c'est fou, hein, bien sûr, mais il faut revenir sur le jeu des acteurs. Il faut revenir sur Stephen Graham. Stephen Graham, il joue dans plein de choses. Dans The Chef, notamment, et je crois que c'est les gens de The Chef qui ont fait cette série-là, donc ça paraît crédible qu'il soit de retour aussi sur le premier plan, si la collaboration s'était bien passée. Mais lui, alors je pense que vous le connaissez, donc c'est le père, il joue dans Venom. C'est Toxine. On se retrouve... En fait, tu te dis vraiment, Sony, ils ont le... Et tu vas te dire, même sur une vidéo comme ça, t'as le moyen de taper sur Sony. Oui, ils ont réussi à rendre un acteur aussi talentueux, médiocre. Parce qu'il est trop fort. Je ne le connaissais pas avant de le voir dans Venom, je vais pas vous mentir, j'ai pas vu The Chef, j'ai rien vu de ce qu'il a fait. Mais là, la prestation du bonhomme. Et je vous en supplie, encore une fois, je n'ai rien contre la VF. Regarde-le en VO. Parce que j'ai testé en VF au début. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, pour suivre, ça sera peut-être un petit peu plus sympa. Laissons une chance. Ah non, les gars, non, j'arrête. J'arrête de laisser une chance, là. Là, c'est trop. En fait, il y a des moments où tu te dis, c'est trop. C'est dans le surjeu. Alors que, pour autant, on n'est pas forcément comme ça en VO. Bref, je vous invite à regarder la série en VO. Donc oui, il faut revenir sur cette histoire-là. On va peut-être partir sur une partie spoiler. Avant de partir sur la partie spoiler, parlons de Stephen Graham, donc qui joue le père. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Tu ne sais jamais si à un moment donné il va vriller ou pas du tout. Parce qu'en plus de ça, la série, on va dire, te manipule par rapport à l'épisode 3, notamment avec donc la psychologue clinicienne. Enfin, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Le jeu de ce mec-là, c'est trop fort. Sincèrement, c'est trop fort. Je n'ai même pas véritablement de points négatifs à donner à cette série, puisque pour moi, c'est superbe. En plus, c'est très touchant, les musiques sont très bonnes, mais mention spéciale pour l'épisode 3. Parce qu'on peut parler de Stephen Graham, mais parlons du petit, Owen Cooper. Il y a d'ailleurs marqué que c'est la première fois, donc c'est son premier film. Il est exceptionnel, Owen Cooper. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie de l'épisode 3, ce plan séquence où tu passes d'un côté du côté de la psychologue et après tu le vois à lui, l'incel au possible qui en fait qui ne comprend pas vraiment. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, et ça je pense qu'on en parlera dans une partie avec spoiler, c'est que on ne sait pas vraiment, enfin on sait ce qui s'est passé, mais ce qui s'est passé dans sa tête, on peut essayer de savoir un peu légèrement, notamment par rapport à l'épisode 3 et ses coups de sang. Je ne suis pas psychologue, donc je n'ai pas de diagnostic à porter, mais tu peux supposer que. En tout cas, moi, je vais essayer de supposer que. Mais le jeu est exceptionnel. J'ai l'impression de me répéter parce que c'est vraiment trop fort, en fait, ce qu'ils ont réussi à faire en termes de jeu et en termes de réalisation. C'est trop fort. En plus de ça, on retrouve des actrices et des acteurs que moi j'avais déjà vus dans d'autres séries britanniques, notamment dans Afterlife, qui est d'ailleurs une série Netflix, si je dis pas de bêtises, une série avec et de Ricky Gervais. Ricky Gervais, c'est le GOAT. Lui, il a fait The Office, Afterlife. Sans compter tout ce qu'il a fait à côté, mais une folie. Donc, si vous vous posez la question de est-ce que je dois regarder, oui. Pour la réal. Parce que en vrai, même si, et là parce que du coup je fais, vous allez me dire tu fais le cinéphile, frère, même si tu ne regardes pas souvent de projets, on va dire très techniques ou ce genre de choses par rapport à l'éclairage, par rapport au cadrage et tout, même si tu n'es pas forcément familier avec tout ça, toi-même tu vas te dire mais c'est une dinguerie. Visuellement c'est une dinguerie. Comment, tu peux te poser des questions qui ne paraissent pas bêtes, mais dans ta tête, tu peux dire, bah oui, les gens le savent comment ça se passe, mais même moi, je ne sais pas comment ils font, pour te dire, bah du coup, on va filmer ce qu'il y a derrière la caméra, mais il n'y a personne derrière. Et du coup, on arrive à suivre tout ça, et c'est totalement fluide, enfin, c'est trop fort. C'est trop fort. Et aussi, le nombre d'épisodes, pour moi, est parfait. 4,
c'est suffisant, amplement suffisant. Parce que c'est vrai qu'un plan séquence, sachant qu'en plus les épisodes durent entre 50 minutes et 1 heure, ça peut vite être lourd. Mais là, 4 épisodes, en plus l'histoire, elle ne cesse de vaciller, enfin c'est exceptionnel. Et là, on va partir dans une partie un peu plus spoiler. Du coup, dès l'épisode 1, alors attention spoiler, mais dès l'épisode 1, on comprend que c'est lui qui l'a tué. On comprend. On le voit, les coups de couteau, tout ça. Il y a ce côté incel, donc les célibataires invétérés, non? Involontaires, je ne sais plus exactement, voilà. Mais et tu vois qu'il l'a tué elle. Sauf que dans l'épisode 3, lui qui ne cesse de dire que ce n'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, alors qu'il y a une vidéo, alors qu'on te parle du couteau, alors qu'on te parle de tout ça, on te dit c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est lui. On le sait que c'est lui. On l'a vu. On peut pas se dire que c'est pas lui. Sauf qu'en fait, la manière dont il a de réagir dans l'épisode 3, on peut se poser la question de la bipolarité. Parce que la manière dont il a de répondre des fois et de changer d'un coup, tu te dis que c'est pas lui. Et que peut-être que vraiment, le moment où il a poignardé cette jeune fille, peut-être que c'était son autre personnalité. Je ne sais pas si ça laisse le place au doute, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et j'ai trouvé que c'était superbement bien joué. L'épisode 3, pour moi, est le meilleur. L'épisode 4. Ah non, l'épisode 4, il est exceptionnel aussi. En fait, tous les épisodes sont bons. Peut-être que le moins intéressant, c'était peut-être le 2, mais on était encore sur l'enquête et tout. Le 1, c'est tu te prends une claque parce que tu dis, ah ouais, quand même. Le 2, tu te dis, ok, par rapport à l'épisode 1, c'est pas mal. Et le 3, j'en parle même pas. Le 4, c'est vraiment celui qui est au-dessus. Parce que Stephen Graham, encore une fois, et il y a aussi ce questionnement. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il a une grande sœur. Il a une grande sœur, et elle n'a pas de problème ou quoi que ce soit, elle n'a pas tué quelqu'un, voilà. Et il y a ce questionnement de, mais est-ce que ce sont les parents qui ont fait quelque chose de mal? Est-ce qu'ils l'ont mal éduqué? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Est-ce qu'ils ont abusé de lui? Est-ce qu'ils l'ont violenté? Et du coup, c'est pour ça qu'il est devenu comme ça? Enfin, il y a tous ces questionnements, et en fait, dans l'épisode 4, tu comprends ce qui s'est passé. Et il y a une phrase qui, moi, m'a vraiment touché dans la série, c'est quand il pose la question à sa femme de mais pourquoi notre fille elle est pas comme lui, et il pose la question de on les a pas élevés pareil, et la mère dit si, et c'est fort de voir ça parce qu'ils ont élevé leurs enfants de la même manière, mais il y en a un qui a bien tourné et l'autre pas du tout. Donc ça aussi, je trouve que c'est vraiment bien écrit. Après, on peut se poser la question aussi de est-ce que c'est adapté de faits réels? Je n'ai pas trouvé de faits réels correspondant à ça. C'est vrai qu'il y a des similitudes par rapport à des choses qui se sont vraiment passées. Mais de là à dire que, par exemple, ce personnage-là a vraiment existé, je suis pas sûr. Mais bon, en tout cas, foncez voir la série. C'est une dinguerie. Je me répète, mais c'est le cas. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à vous abonner. Bref, faites ce que vous voulez. Et attendez, j'ai perdu la souris, elle est là. Boum. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine. Encore une fois, 4 heures. 4 heures de votre temps et vous allez vous prendre une énorme claque. Je vous le promets, c'est une folie cette série.